Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre émission, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons sur les faits marquants de la semaine. Nous allons donc aujourd'hui évoquer au plan national 3 sujets importants. D'abord, des sujets politiques. Avec la majorité présidentielle, donc il y a des rififis. On a vu par exemple le parti, un des partis de la majorité de la PMP, donc, qui a rejoint le CFOP, et ce parti s'est dit déçu donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous allons évoquer cela, mais il y a aussi, toujours à la majorité, le RPI, donc le congrès d'investiture du président Kaboré comme son candidat a été donc aussi d'une certaine façon rejeté par la direction politique du MPP. Nous revenons sur ce sujet politique. Et puis, second sujet, il s'agit des accusations du CFOP. Le chef de file de l'opposition politique a élevé des accusations d'abus de biens, distribution d'argent, en tout cas à l'encontre du médiateur du Faso, Sarah Sérémé, qui a donc été vu dans une image circulant sur les réseaux sociaux. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Et puis en troisième position, il sera question des inondations. Nous en avons parlé la semaine dernière, mais il reste quand même toujours un sujet important. Le gouvernement a décrété donc l'état, en tout cas l'état de calamité, comme on dit. Et puis nous allons terminer avec le Mali. Le Mali où le cadre de concertation nationale a accouché d'un document, mais que le mouvement, le M5, a donc du coup rejeté. Nous allons évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont sur ce plateau. Je commence à ma droite avec Inoussa Ouedraogo. Inoussa Ouedraogo est directeur de publication de Bendré, qui est un bimensuel d'investigation, également qui paraît en ligne. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. À ma gauche, André-Eugène Ilbudo. André-Eugène Ilbudo est le directeur de la radio des écoles. Merci d'être là. Et puis juste à sa gauche, Atiana Oulon. Atiana Oulon est directeur de publication de L'Événement. Il est également écrivain, essayiste. Merci d'être sur ce plateau. Puis enfin, dernier invité, Mamadou Ali Compaoré. Il est journaliste lui également et cadre détaché au ministère de la Communication. Merci à tous de nous suivre pour ce débat qui est interactif. Donc dans la deuxième partie, vous pourrez intervenir, mais avant, il faut appeler pour donc vous faire inscrire sur la liste. On commence ce débat avec également un sujet qui est d'ordre peut-être économique. Il s'agit de cet incident qu'on a vu et qui a certainement créé un certain nombre de désagréments pour les usagers, les clients de cette banque-là. Il s'agit de la Banque Atlantique. On a vu une descente de la police, des huissiers de la police au niveau de plusieurs, en tout cas on allait dire même de toutes les agences qui sont restées fermées. Et cela a créé quand même des désagréments. Mais des désagréments aussi, on peut se poser la question, Ali, est-ce que quand on voit par exemple une banque subir un tel incident, quel peut être donc je veux dire l'esprit, le sentiment des clients? Est-ce que les clients ont à avoir peur, de craindre par exemple que la banque est peut-être en train de tomber, comme on dit vulgairement? Bon, il faut d'abord dire que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça au Burkina Faso. Et la question que vous posez, mais ça, c'est évident. Parce que les gens gardent leur argent à la banque, ils travaillent avec la banque. Et quand on vient fermer une banque comme ça, c'est vous dire que sur le plan purement social, il y a des gens qui ne pourront pas avoir accès à leur argent. Il y a des hommes d'affaires qui ne pourront pas avoir accès à leur argent pour faire leurs affaires. Donc, quand on vient fermer une banque de cette manière, je crains fort qu'il y ait des conséquences non seulement pour les foyers, mais qu'il y ait des conséquences également pour les entreprises. Mais ceci étant, je ne connais pas très bien le fond de l'affaire, mais dans la forme, ce n'est pas un bon message qui est lancé au monde des banques, parce que il y a eu UBA, il y a Banque Atlantique, demain ça pourrait être une autre banque, et du coup, je pense que ces genres d'attitudes peuvent porter atteinte à l'image des banques, et les gens vont avoir maintenant de plus en plus peur des banques, et on va revenir... Mais justement, la question, est-ce que les gens doivent avoir peur? Est-ce que parce qu'on a mis une banque sous scellé, ou parce qu'un client a poursuivi une banque et que pour recouvrir ses créances, on a dû... Non, moi je pense que... C'est une loi... Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas dans le fond du dossier, donc je ne sais pas exactement tous les... Mais je sais, parce que je suis quelqu'un qui utilise les banques tout mois. Bon, moi je suis dans une banque, si j'arrivais tout à l'heure, j'ai pas de l'argent sur moi, j'arrive tout à l'heure, je vois que la banque est fermée parce qu'elle est en bisbille avec vous, par exemple. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cette affaire? C'est de ça qu'il est question. Je pense qu'il faut trouver un moyen pour régler ces genres de conflits entre les banques et ses usagers, sans pour autant... C'est l'histoire, il ne faut pas tuer la poule
aux œufs d'or. Voilà. Donc, il faut trouver un moyen. Donc, je dis, au-delà de ça, toutes les autres banques sont un peu en sursis et ce n'est pas très bien pour l'économie de notre pays qui se porte pas bien en ce moment. Je ne dis pas que la Banque Atlantique a raison. Je dis qu'il faut trouver des moyens pour résoudre ce genre d'activité. On n'est pas obligé d'aller mettre une banque sous scellé, c'est combien? Oui, mais ceux qui poursuivent aussi, ils ont la loi avec eux. C'est le droit qui dit qu'on peut, par exemple... Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut trouver... Oui. Concrètement, est-ce que pour les usagers qui sont confrontés à ce genre d'incident, est-ce qu'une banque, c'est un instrument comme ça, comme une boutique de quartier qui peut disparaître? Ou bien est-ce qu'il y a toute une sorte de garantie derrière? Il y a des structures. On parle de commission bancaire, on parle de l'UEMOA. J'allais en venir, il y a des structures. Je pense que, j'imagine que les promoteurs de cette banque ne se sont pas levés un matin pour construire des bureaux et puis dire c'est une banque. Ils sont passés par des commissions, ils ont passé un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui devaient être mis en place d'abord avant d'en arriver là. Maintenant, comme vous le dites, c'est la loi et quand la loi décide de quelque chose, on l'applique. Mais j'ai peur que ce genre de choses-là puissent porter atteinte aux autres institutions financières. Non, je crois que la première des choses qu'il faut regretter, c'est qu'en travaillant comme ça, on fragilise tout le monde. Et le Burkina n'a pas intérêt à fragiliser plus son tissu économique. Une banque, ce n'est pas un vendeur d'arachide. Si vous voulez ouvrir une banque au Burkina, la caution que vous allez déposer, que vous ne pouvez pas toucher, c'est 13 milliards. Ce chèque que vous donnez à la commission là, à la commission bancaire, ce n'est pas que vous donnez, on regarde, vous avez l'argent et puis on vous remet votre argent. C'est une caution qui est posée que vous ne pourrez en aucun cas toucher. Donc une banque, ça ne se coule pas, ça ne tombe pas, pour parler vulgairement, comme une boutique de quartier. Donc le seul désagrément que les usagers ont, c'est le fait d'être arrivé de ne pas pouvoir avoir ton argent aujourd'hui ou demain. Mais ton argent ne peut pas disparaître. Et pour ouvrir une banque, il y a la garantie de l'État. Tant que l'État n'est pas en faillite, et tant que l'État ne se désengage pas d'une banque, la banque ne tombe pas. Donc les gens n'ont pas à avoir peur. Sur ce plan-là, les gens n'ont pas à avoir peur. Ils auront toujours leur argent. Peut-être ce n'est pas à la date voulue. Donc sur ce plan-là, moi je me dis, bon, les gens ont subi des désagréments, peut-être au maximum une semaine. Mais je dois dire aussi que la loi, vous savez, trop de lois dans un pays, l'application stricte d'une loi sans réfléchir peut faire couler tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a pas intérêt à couler notre économie. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont heureux que si une banque coule ou bien quelqu'un tombe, c'est eux qui vont prendre la relève. Mais vous savez, comme avait dit au temps des nazis, une injustice qui plane sur la tête d'une personne, c'est une injustice qui plane sur la tête de toute l'humanité. Or, aucune personne n'a intérêt à ce que nous vivions cette histoire-là sans défendre la banque. Mais je vais vous l'assurer simplement pour les usagers que si vous connaissez comment une banque se crée, ce n'est pas enfermer une banque une journée, 2 jours là que la banque va disparaître. On est d'accord peut-être avec l'explication que les banques ne sont pas comme des boutiques de quartier, mais où l'on quand même quelque chose en plus. Est-ce que quand, par exemple, des clients aussi attaquent la banque, ce n'est pas leur plein droit de le faire? Non, je crois que sur votre question par rapport au préjudice, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que même si la banque s'ouvre 2 heures ou 3 heures après, vous avez des gens qui étaient dans l'urgence. Si vous avez un malade et que vous passez à votre banque pour récupérer de l'argent pour des soins, et comme je l'ai vu dans les différents éléments des confrères, des quotidiens, il y a eu des clients de la banque qui ont quitté les provinces pour venir justement pour faire cette opération qui n'ont pas pu. Il est clair qu'il y a préjudice et je pense qu'on est dans un état de droit. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il doit y avoir certainement possibilité pour des clients qui estiment qu'ils ont subi un préjudice, non seulement financier, non seulement psychologique ou moral, d'attaquer la banque pour une contrepartie. Maintenant, sur l'autre volet, je crois que sur le problème en question, par rapport à la procédure, au fait qu'il y a des policiers qui débarquent avec un huissier de justice, parce qu'après, il y a eu le communiqué de la banque. Il n'y a pas de contestation sur le procédé dans tous les cas. Et du reste, si j'ai bonne mémoire, dans le communiqué de la banque rappelle qu'elle est respectueuse des règles de la République et qu'après le tohu-bohu, il y a eu en fait une sorte de règlement à l'amiable où ils ont essayé de discuter avec leurs contradicteurs pour trouver en fait la bonne formule pour éviter la saisie. Parce que la banque s'est proposée de racheter le matériel. Donc, ça veut dire que sur la question, il n'y a pas de débat. C'est une procédure apparemment qui a suivi son cours normal.
on est à la phase de l'exécution et c'est tout à fait normal que dans un état de droit, pour faire exécuter, souvent on peut faire appel à la force publique. Et ça aussi, ce sont les lois qui le permettent. Oui, je crois que dans le communiqué de la banque... Pour les banques, par exemple, on a vu... Dans le communiqué de la banque, il n'y a pas de... C'est des instruments économiques, comme on a dit tantôt. Oui. Comme tu l'as dit bien, il y a des gens qui sont venus des provinces, il y a des gens qui ont fait des transferts, etc. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver peut-être un autre mécanisme plus souple quand il s'agit, par exemple, des banques? Quel type de mécanisme? Je ne sais pas. Que de faire des saisies comme s'il s'agit peut-être... Oui, mais c'est une décision de justice et c'est comme je l'ai dit, même la banque reconnaît qu'elle est respectée et que c'est une décision de justice, il faut l'exécuter et qu'elle n'est pas hors la loi. Je ne sais pas pourquoi nous, on va vouloir être plus royaliste que le roi, dès lors que la banque même reconnaît que c'est une procédure et qu'on peut l'exécuter. Maintenant, sur place, je crois qu'ils ont trouvé la formule. Au lieu de faire la saisie, la banque même se propose de racheter même son matériel. Donc, je crois que là-dessus, et du reste, on n'est pas à la fin de la bataille judiciaire. Maintenant, il y a des tournures, il y a des procédures là-dessus. Mais comme je l'ai dit, et par rapport à l'inquiétude que vous posez, je dis pour les clients, effectivement, je crois que si quelqu'un estime qu'il y a un préjudice, parce qu'en quittant une province, parcourir des kilomètres pour arriver, faire le tour de la ville et se rendre compte qu'il y a des guichets qui sont fermés, effectivement, même si c'est pour une simple balade, je ne crois pas qu'il y a de quoi quand même. D'accord. Alors, André, j'ai réagi, puis nous, ça va terminer. S'il y a préjudice, certainement, il y a des recours qui sont prévus, que si les clients l'estiment, ils peuvent légitimement saisir en fait les instances habilitées. Non, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ont l'argent, il ne faut pas les défendre, parce qu'ils peuvent se défendre eux-mêmes. Mais nous sommes tous citoyens et il faut regarder notre vie en commun. Vous savez, par exemple, quand vous, dans une assurance, si vous faites un accident et que vous blessez quelqu'un, si vous partez voir votre assurance et que vous êtes en contradiction, vous perdez, on sait combien on va vous dédommager. Si vous avez perdu un bras, si vous avez perdu un nœud, si vous avez perdu un pied, c'est tarifé. Vous ne pouvez pas demander plus que ce qui est tarifé. Dans la banque, moi, par exemple, il parle de dommages intérêts. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi je suis venu aujourd'hui, en l'état actuel de notre loi, quelqu'un peut dire, moi je suis venu et puis j'ai trouvé la banque porte close, je demande le dédommagement de 1 milliard parce que j'ai perdu quelqu'un. Par exemple. Si vous partez devant le juge, et que vous tombez sur un bon juge, il vous accorde le milliard de dédommagement. Parce que ce n'est pas tarifé, c'est fait... Pendant que vous avez peut-être 300 000 francs dans votre banque. C'est fait, c'est le juge qui décide de combien il veut donner pour les dommages et intérêts. Si vous êtes dans un pays en construction d'une économie, même si vous aimez l'argent, vous savez pertinemment que mais là, ça pose un problème peut-être de sécurité juridique. Oui, non, et je dis, si on fait comme ça, moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui demandent. Hein, merci, mais je dis, on fragilise notre pays. Ismoussa Ouedraogo, de tout cet environnement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème désormais, peut-être que les banques hésitent peut-être à soient méfiantes vis-à-vis des acteurs économiques ou des clients qui font des emprunts, qui font des prêts parce que c'est souvent les clients même qui poursuivent encore les banques. Est-ce que ça ne joue pas contre bien, le développement, on va dire même de la banque et partant du privé? Oui, je pense que c'est tous les deux. Autant les banques peuvent se sentir en insécurité, en instabilité par rapport à ce genre de situation, autant les citoyens aussi peuvent se sentir en insécurité par rapport à son argent qu'il met à la banque. Les uns et les autres ont relevé ici le fait que justement certains peuvent ne pas avoir accès à leur argent à un moment T, peut porter beaucoup de préjudice. De ce point de vue, je pense que tous les deux acteurs, que ce soit les banques, que ce soit les usagers, tout le monde paie. Et évidemment, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Et quand on a ce genre de situation, ça fragilise tout le monde, ça fragilise l'économie du pays et il y a un manque de confiance. Déjà que le taux de bancarisation dans nos pays est très faible, quand ce genre de situation arrive, ça peut conforter certains usagers dans leur position de ne pas aller vers les banques. Et du côté des banques aussi, évidemment, ça peut donner l'impression qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait avant de donner de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. On a beau déposer 100 milliards dans des coins pour garantir qu'on a ouvert une banque et qu'elle est crédible. Et lorsque vient la loi, ça s'applique à tout le monde. De ce point de vue, je pense que la banque elle-même s'est pliée à ce que le droit veut au Burkina. Et je pense qu'à partir du moment où le dossier suit son cours, on va essayer de suivre en espérant que le droit des usagers sera respecté et que la banque aussi fera valoir ses droits. Merci bien.
On continue. Vous parlez politique cette fois-ci avec, comme on l'a dit, les rififis au niveau de la majorité présidentielle. Pour commencer, on a vu un parti, MPC, Mouvement pour le progrès et le changement, qui fut dans les années 2012, date de sa création, d'abord à l'opposition, chef de file. Le parti estime qu'il a aussi mené le combat pour l'insurrection. Et puis, en 2015, ils sont plutôt allés accompagner la candidature du président Kaboré. Et puis, maintenant, ils estiment que le mandat du président Kaboré est un mandat à problème. Le bilan est nul, il y a beaucoup de difficultés et qu'ils ne voudraient pas assumer un faux bilan. Et par conséquent, ils sont revenus au CFOP, qui les a très bien reçus, pour appuyer la candidature de M. Zéphirin Diabré. Oulon? Bon, je ne sais pas s'il faudrait en rire ou en pleurer. Moi, quand je regarde ce spectacle, c'est décevant ce que ces partis politiques offrent en fait au Burkinabé. Je pense qu'on est face à de sérieux problèmes que ces gens de va-et-vient. Et pour le prendre au mot, si c'est le bilan qui est catastrophique, lui, il attend au lendemain de ces élections-là, parce qu'il est aussi comptable puisqu'il est resté jusqu'au bout. Du reste, je crois qu'il faut aller au-delà. Moi, il y a plusieurs problèmes généralement avec ces soi-disant soutiens ou de partis politiques qui font preuve des déclarations de candidature à X ou Y candidat à la présidentielle. Parce que le premier aspect dans une démocratie, un parti politique, quand il se crée, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Je ne sais pas d'où vient la tête des gens de créer des partis politiques et d'être là, de soutenir X ou Y, comme si eux-mêmes, ils ne sont pas capables. Et s'ils ne sont pas capables, qu'ils ne créent pas le parti politique. Moi, je crois que c'est comme ça devrait marcher. Maintenant, de façon lapidaire, pour faire l'analyse, moi, je dirais tout simplement que ce soit de la majorité ou de l'opposition, on assiste à ces va-et-vient. Vous avez des gens qui quittent l'opposition qui vont à la majorité, vous avez des gens qui quittent la majorité qui vont à l'opposition. Mais aujourd'hui, à l'heure du bilan des soutiens, je pense que la balance de façon numérique penche plutôt du côté de la majorité parce que vous avez une pléthore de partis en fait, qui soutiennent. Justement, la question c'est le poids de ces partis. Qu'est-ce qui valent réellement, comme tu l'as dit? Si c'est le poids, on crée des partis. Si c'est le poids, allons-y. Déjà, moi, c'est vraiment mon problème, c'est vraiment cet aspect des choses, que des gens créent des partis pour jouer à ce genre de choses. Maintenant, si c'est le poids des partis, aujourd'hui, si on regarde froidement les choses, numériquement, bon, les éléments sont en faveur du parti de la majorité, du président sortant, parce que vous avez une coalition de 26, sinon 27 partis qui soutiennent le cas du président sortant. En plus de cela, vous avez l'autre facteur. Vous avez des candidats à la présidentielle de 2015 qui ont décidé de ne pas se porter candidat. Vous avez Benowende Sankara, vous avez Adama Kanazoué. Plus ou moins de façon officielle, vous avez Sarah Sérémé. Quand vous faites la sommation du nombre de votes... encore, elle est médiateur du façon. Oui, je dis de façon non officielle, mais dans tous les cas, il était candidate à la présidentielle de 2015. Oui, mais elle ne fait plus la politique, normalement. Oui, mais vous l'avez annoncé, on va y revenir, vous l'avez annoncé dans tous les cas. Je crois qu'il y a un sujet qui est réservé. Ça, c'est un secret de polichinelle. Okay. Mais c'est un soutien, en fait, supplémentaire au président sortant. Donc, quand vous faites la sommation, je sais qu'Adama Kanazoué, c'était autour de 30 000 voix. Vous prenez Sarah Sérémé, c'était 53 000 voix. Vous prenez Benowende Sankara, c'était un peu plus de 86 000 voix. Donc vous faites la sommation, vous vous rendez compte que largement, si c'est en termes de soutien, le président sortant part avec la faveur. En fait, dans tous les cas, numériquement, vous avez des gens derrière. Maintenant, la question, effectivement, c'est le poids électoral. Mais je crois que même si c'est le poids électoral, là encore, je dis, quand vous prenez la sommation et vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui ont quitté l'opposition, notamment les députés de l'UPC 13, vous ajoutez Élysée Kiemde qu'ils ont exclu, ça fait 14. Je crois que raisonnablement, ce n'est pas, pas une quantité négligeable. Non, mais bien sûr. Le CFOP n'a pas moins d'une trentaine aussi de partis dans le cas de concertation de l'opposition. Oui, mais ça, c'est s'il y a second tour, parce que si c'est selon leur accord. Numériquement, si vous prenez l'opposition... Non, ceux qui sont pour Zéphirin oui, ou pour d'autres... Oui, si vous prenez pour ceux qui sont pour Zéphirin... Il y a une dizaine de partis qui soutiennent le CDP. Je me suis amusé. Oui, je comprends. Il y a autant de partis qui soutiennent Zéphirin Diabré. Non, pas autant. Oui, Zéphirin n'a pas une dizaine de partis. Parce que je me suis amusé à regarder les chiffres. Il y a la coalition ZEF 2015 qui s'est renouvelée avec Jean-Hubert et autres. Au départ, en 2015, ils étaient 13. Et parmi les 13, vous avez des gens qui ont quitté. Aujourd'hui, quand vous faites la sommation, vous l'avez dit, en fait, aujourd'hui, quand vous faites la sommation en fait, du nombre de partis qui soutiennent, parce qu'apparemment, on a 3 pôles, on a le président sortant, on a Zéphirin et on a Edi Komboyogo. Vous avez le président sortant qui vient largement en tête avec le nombre de soutiens. Vous avez Edi Komboyogo qui suit avec une dizaine de partis politiques et vous avez Zéphirin Diabré. Je me suis amusé à faire la sommation. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, Zéphirin a autour de 8 partis ou 9 partis politiques qui le soutiennent officiellement, qui ont fait preuve acte de candidature. Donc, en termes de comparaison à 2015, il est même en net recul.
Parce que vous avez, en 2015, comme vous l'avez dit, la coalition ZEF 2015 pour un vrai changement, c'était 13 partis politiques. Mais je dis là encore, ça, ce n'est pas le problème. Je dis, moi, en fait, le fond du problème, que des gens créent des partis et qu'ils se retrouvent à faire le jeu. Parce qu'on connaît un peu la réalité. Des gens disent, la condition, c'est quoi? Je vous soutiens, on fait un budget et on vous organise la conférence de presse contre... D'accord. C'est comme ça se passe. Donc, quand les gens se retrouvent à faire ce genre de jeu, je dis tout simplement, c'est tout simplement décevant. Et je pense qu'on est vraiment loin du compte et ça n'apporte pas qualitativement au jeu démocratique. D'accord. André Génie, on dira aussi que la liberté politique existe. Les gens sont libres d'aller là où ils se sentent mieux, d'aller et de revenir. En Europe, même dans les pays où on a de grandes tendances, vous avez autant de partis qui sont alignés sur les grandes tendances. Mais quand vous arrivez à citer le sigle du parti et puis vous donnez la définition, moi je vous envie. Parce que je ne peux pas, dans cette forêt de sigles de partis, reconnaître qui est qui. Vous avez 143 partis au Burkina. Même les classes les plus surpeuplées au Burkina, on n'a pas 143 élèves dans une classe. Mais avec ça, c'est du grand, et je m'excuse encore, c'est du grand n'importe quoi, ça ne représente rien. Les gens font pour 20 millions de citoyens quand même. Non, ça ne Est-ce que c'est le problème qu'il y ait beaucoup plus de partis ou c'est le problème qu'on n'ait pas une organisation un peu pour faire gauche-droite ou non, vous savez ce qu'il faut faire, pas idéologie qu'on n'a pas? Ou bien est-ce que c'est le problème qu'il y ait beaucoup plus de partis? C'est ce qu'on a fait au temps du président Lamizana, que Dieu ait pitié de son âme. C'est de dire tous les partis qui n'auront pas au moins un député à l'Assemblée nationale, vous prenez un bic rouge comme celui d'un correcteur et vous les rayez systématiquement. Et deuxième chose, quand quelqu'un veut créer un parti, il le crée comme une banque. Il pose une caution de 20 milliards et il ne touche pas. Vous allez voir que le paysage politique va se saigner. Parce que les gens créent des partis politiques pour aller chercher l'argent. Ils créent des partis politiques pour puiser dans nos impôts. Et ça, ce n'est pas possible. Sinon, en fait, les gens créent leur parti comme ils créent une boutique. Même pour créer une boutique, il y a les gens des impôts viennent te André voir. Géniboudou, okay. Mais je voulais dire que ici... Pour le fait que le parti, le MPC, quitte la majorité pour aller aujourd'hui au CFOP, est-ce qu'il n'y a pas quand même un message politique derrière tout ça? Non, ça veut dire le gars, il est parti. Parce qu'à la majorité, si on veut bien voir, c'est là-bas que c'est quand même le jardin verdoyant. Il y a beaucoup mais plus le gars, à il est manger, parti, à boire on lui là-bas a que donné d'aller un à coup de l'opposition. bâton, il n'a pas pu goûter l'herbe verte. Il faut qu'il aille voir ailleurs. Donc c'est ça, simplement. Le gars, peut-être qu'il a demandé l'argent pour faire sa conférence de presse, comme disait lui ou non. On ne lui a pas donné l'argent. C'est pas lui, c'est Mais il y en a... Donc, de l'opposition aussi, il y en a qui voient la majorité. Donc c'est pareil alors. Tous les gens qui migrent de parti de la droite vers de l'opposition vers la majorité, ça ne signifie absolument rien. Par contre, je voulais dire quelque chose par rapport à l'analyse de Houlon. Serge. Serge. Oui, j'ai dit Houlon, donc je ne me trompe plus. Non, je crois que c'est vrai que nous sommes obligés de faire des analyses, mais pour le moment, les analyses ne tiennent pas debout. Vous savez, ce qui s'est passé en 2015 n'a pas son pendant direct en 2020. Autant lui, il a fait la sommation, ce qu'il a oublié, c'est qu'en 2015, il y avait des gens qui avaient été exclus de compétition et qui n'étaient pas là et qui sont venus aujourd'hui. Donc, vous ne savez pas aujourd'hui et vous ne pouvez même pas garantir... Il y a par exemple la DFEDA, oui. le CDP. Oui, et quand lui, il a mis les trois là, je crois qu'il n'a même pas mis le troisième Baobab qui était le DFEDA selon l'autre là. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avec certitude dire celui qui a voté un tel en 2015 va revoter la même personne en 2020. Merci. Donc, toutes les sommations ça remet là... même en cause cette histoire de déclaration de soutien alors. D'accord. Oui, non, ça ne sert strictement à rien. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas d'accord avec Eugène Ilboudo lorsqu'il dit qu'il faut 25 milliards, il faut ceci, cela. Non, on n'est pas dans une plutocratie et il faut permettre à tout le monde, en tout cas ceux qui pensent qu'ils ont l'âme de faire la politique, de le faire, sans avoir besoin, de brasser des milliards. Je pense que si c'était le cas, ni Blaise Compaoré, ni Thomas Sankara, ni Maurice Yameogo, encore moins d'autres, allait être président de ce pays. En même temps qu'il y a cette liberté, il y a cette liberté politique. Non, on regarde que, par exemple, dans les démocraties qu'on dit anciennes, démocraties qui sont pour nous des exemples aujourd'hui, on n'a pas 1000 partis. On n'a pas tout au plus. Vous regardez, vous avez les travaillistes, Burkina, vous avez les démocrates, vous avez les ça, c'est ce qu'on voit. Je ne suis pas en train de défendre le principe... Le cirque actuel. Non, ce que je vais dire, c'est que je vais paraphraser Bado pour dire que la politique, c'est d'abord les idées. Ce n'est pas l'argent.
Et quand vous voulez faire croire qu'il faut avoir des milliards pour qu'on t'autorise à créer un parti... Non, je dis ça comme une boutade. Comme une boutade. Mais ce que je voulais dire, au Burkina, vous savez, en politique, il n'y a pas 40 000 idées. Il n'y a pas 40 000 idées. Non, le principe pour moi d'abord, c'est que si quelqu'un veut créer un parti politique, qu'il le crée. Mais qui ne viennent pas chercher notre argent. L'autre aspect, c'est que les partis comme le MPC, qui était tantôt à l'opposition, comme vous l'avez rappelé, tantôt je ne dirais même pas que c'est du nomadisme politique, mais nous sommes en train d'assister à de la prostitution politique. Ah bon? Je m'excuse du mot, mais c'est ça. Okay. Parce que c'est des partis à la limite sans idéologie, sans principe, sans identité. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, tantôt on est ici, tantôt on est là, et à 2 mois des élections, on se trouve l'âme de faire le bilan du président sortant et de dire que bon, rien ne va, donc je vais de l'autre côté. Ce n'est pas conséquent. Et ça ne fait pas respecter le jeu politique, parce que ça donne l'impression... Quelles sont l'unité de valeurs qu'on prend pour mesurer des partis qui donnent leur opinion? Est-ce qu'à la majorité aussi, il y a des partis qui donnent leur opinion, qui sont aussi des partis aussi peut-être insignifiants, sans personnalité, qui soutiennent le président? On a vu des salles pleines et tout ça. Je ne suis pas contre leurs opinions, mais quand en l'espace de 5 ans, on fait la majorité, on fait l'opposition, on revient à la majorité pour répartir à l'opposition en l'espace de 5 ans, ça fait quoi? Ça donne quel modèle? Non, un parti, ce n'est pas seulement les élections aussi, c'est l'animation de la vie politique, c'est la conscientisation, c'est l'éducation du peuple. Dites-moi ces partis-là, vous avez vu combien de fois leurs déclarations? Vous avez vu combien de fois leurs meetings? Vous leur avez vu combien de fois prendre la parole pour défendre le peuple, pour défendre les populations? Et j'étais à la majorité, j'étais pas à la PMP, et c'est la PMP qui parle au nom de tout le monde. C'est un regroupement politique, la PMP. Non, quand on va à la majorité, on ne perd pas son âme. Non, ce n'est pas parce qu'on est à la majorité qu'on ne donne plus de la voix. On a vu le professeur Étienne Traoré, qui est de la majorité, mais qui a souvent donné des voix discordantes par rapport à la gestion du pays. Donc je pense que... Le chat noir de Nayala. Voilà. Donc on peut être même du même parti politique. Atiana disait qu'il y a 34 ou plus, 34 partis qui sont membres de la PMP, qui faisaient donc le poids. 34. J'ai parlé de 26 partis. De 26 partis de la PMP. Alors on n'a jamais eu 26 déclarations pour autant, à part quelques choses. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce lot qui reste n'est pas aussi... Non, peut-être que je ne me fais pas comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être de la majorité, et quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens des intérêts de la population, qu'on puisse les dénoncer. D'accord. Être de la majorité ou de l'opposition, ça ne signifie pas qu'on doit être totalement d'accord avec tout ce qui se passe et fermer les yeux. Mais vraiment, je voudrais insister sur le fait pour nous, en tout cas pour la classe politique burkinabé, de travailler vraiment sur des valeurs, sur des idéologies, sur des principes, que de travailler sur des individus et en fonction des intérêts du moment. Merci. Ali, très rapidement sur cette question, et puis on parlera aussi de ce communiqué qu'on a vu, cette sorte de fin de non-recevoir du MPP adressé au RPI qui a donc... moi, j'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. J'ai bien aimé le développement de Oulon Serge. Quand il donnait le candidat, Adama Kanazouetan, il a oublié de donner Tahirou Bari, qui est arrivé 3e. Mais lui, il ne soutient pas. La question, c'était de savoir qui soutient. Voilà, je viens. Il ne soutient pas, mais il est arrivé 3e. Il n'est plus avec la majorité. Aujourd'hui, à l'époque, il était à côté, il n'est plus avec la majorité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces voix? Donc, et puis ensuite, on l'a si bien fait ressortir ici, en 2015, avec la loi Chérif, la loi d'exclusion. Il y a des partis comme le CDP qui n'ont pas pu partir. Il y a d'autres partis, l'ADF-FDA, qui n'ont pas pu partir. Mais en 2020, tous ces partis reviennent avec, tout à l'heure on a parlé, mais on n'a pas dit le nom de Cadre Désiré Ouedraogo qui vient de s'investir à Bobo avec son mouvement Agir Ensemble. Donc ça veut dire tout simplement que les cartes vont être rebattues. Absolument. Et on ne peut pas prendre les éléments de 2015 pour les appliquer à 2020. Les choses peuvent changer beaucoup, énormément. Bon, maintenant, quant aux partis qui vont et qui viennent, mais sachez que c'est le printemps des vas-et-viens. Hein? Comme dirait un de mes amis, c'est le printemps des vont et viennent, parce que les gens vont aller passer. Bon. Ensuite, quand vous regardez les partis politiques, vous savez très bien que dans notre pays, les grands partis ont toujours engendré des
des petits partis pour les aider dans tel ou tel. Et quand arrive le moment des récompenses, quand les gens n'ont pas leur récompense, ils sortent et ils vont ailleurs. Donc c'est probablement ce qui se passe au sein du MPP, parti majoritaire, parce que tout le monde a rué là-bas, parce que bon, c'est là-bas qu'il y avait beaucoup plus de postes, beaucoup plus de jus à boire. Maintenant, ils arrivent à la fin du mandat, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils sortent, ils créent leur parti politique. Maintenant, on dit, ils ont été là-bas jusqu'à la fin et que c'est maintenant, ils font le bilan. Ben, évidemment, ils vont faire le bilan, c'est à la fin, on fait le bilan. Parce que le parti majoritaire, dès le départ, quand on lui disait ça ne va pas, il a dit mais attendez, à la fin, je ferai le bilan à la fin. Mais évidemment, on a 2 mois des élections présidentielles, les gens font le bilan et puis ils remarquent que le bilan n'est pas bon. Très rapidement, on va parler aussi on pourrait revenir sur ce débat, sur le RPI, quand même, qui était un parti de la majorité également. On a vu plusieurs partis faire des congrès d'investiture du président Kaboré, le NTD, comme Alliance travailliste, etc. Plein de partis ont fait leur congrès pour investir pour un Kaboré. On n'a pas vu la réaction du MPP. Mais le RPI qui vient donc de faire ce congrès, et il y a une question de dire qu'on n'a pas envoyé de représentants. Mais au fond, le cas du RPI, c'est un cas un cas d'école qu'on pourrait analyser. Parce qu'on accuse certains dinosaures du MPP d'avoir engendré le RPI et qu'ils se préparent à une probable... au cas où Roch est élu ou il n'est pas réélu, les gens sont en train de se recycler pour 2025. Donc, dans ce recyclage pour 2025, les gens se cherchent déjà des ports d'attache. Mais il se trouve qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a des ténors qui ne voient pas la chose de cette même manière. Donc, ils vont s'attaquer au RPI. Sinon, je ne comprends pas qu'un autre parti politique fait une investiture pour dire je t'apporte mon soutien, et que tu dis mais non, je n'en veux pas, alors que pendant longtemps, il était avec toi. Donc, c'est leur refus même qui me pose problème. Mais enfin, on a en politique... Bon, pour préciser, le parti n'a pas dit qu'il refuse l'investiture de son candidat. Oui, mais Ils ont dit simplement que quelqu'un a dû prendre la parole, quelqu'un a dû recevoir donc cette investiture, on n'a pas besoin de dire non et puis refuser. D'accord. André Jeune, il vous donne toujours les mêmes questions de rififi. On n'arrive pas finalement à démêler les chevaux, comme on dit. Non, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il y a une crise MPP, RPI en réalité? Il faut éclater la bulle. On a déjà parlé du RPI ici en son temps. Les gens accusaient Bala Sakandé et le Larlé Naba d'avoir créé le RPI sans l'aval du président Roch-Kaboré, etc. Kaboré, etc. Aujourd'hui, ceux qui refusent l'investiture du RPI, ce sont les mêmes qui, à l'époque, avaient fait du bruit quand le parti se créait. Je pense que nous sommes des journalistes, on ne va pas parler dans le mouton-mouta. Il faut dire les choses telles quelles. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire alors? Donc, ça veut dire simplement que l'on rejette, en fait, le positionnement de ceux que l'on estime avoir créé ce parti. C'est purement simplement ça. Sinon, ce n'est pas, vous ne pouvez pas... Même les filles les plus laides, quand ils courtisent un garçon, ils ont la décence de ne pas lui jeter à la figure, tu es laid, je ne t'en veux pas. Mais ici, on vient lui dire clairement et publiquement, nous, on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas que tu viennes chez nous. Il n'y a pas pire humiliation que l'on veut donner à quelqu'un. Vous voulez réagir par rapport à ça? Non, je crois que sur ce fait-là, de ce qui m'est revenu par rapport à la situation, ce n'est pas tant le soutien du RPI qui est rejeté. Les informations, en fait, à ma possession, c'est que en fait, celui qui a représenté le MPP, lui-même est un démissionnaire du MPP. Je crois que c'est ça, en fait, le véritable problème. Donc, on lui dénie, en fait, le droit de représenter le parti dès lors que lui-même il a démissionné. Sinon, ce n'est pas le principe du soutien. Ce sont les informations. C'est l'ombre et non la proie. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, faire un peu comme est-ce que ça paraît pas... Il faut rire là maintenant. Tu te poses la question s'il faut en rire ou en pleurer. La question de fond, je conviens avec vous, la question de fond, il y a un problème dans la maison MPP, le parti au pouvoir, parce que vous avez des gens qui quittent. Mais je dis, si c'est sur le fait de l'investiture avec la... Voilà, moi, en tout cas, l'information que j'ai, c'est que le représentant lui-même du candidat Roch, en fait, est un démissionnaire du MPP. Bon, avouons quand même que ça pose un petit problème. Mais c'est le candidat Roch. Est-ce que c'est Roch? Non, je veux dire... ce n'est pas le candidat qui l'a envoyé ou son état-major? Vous avez pris l'exemple des autres partis. Je crois que c'est le MPP qui désigne en leur sein quelqu'un qui va représenter. Et on a vu un peu de toutes parts. Chaque fois, c'est Clément Sawadoro, c'est Benewende, Sankara, ou par moment, on trouve d'autres figures plus ou moins connues qui représentent le candidat. Benewende n'est pas du MPP? Oui, l'alliance de la majorité, on l'a vu. Non, c'est ce que je veux dire sur le fait.
Maintenant, la question de fond, je suis d'accord avec vous. Il y a un problème par rapport aux dissensions qu'il y a et on l'a vu récemment avec le départ d'un certain nombre de militants qui ont voulu créer en fait. On a vu par exemple à Boussé, voilà. le député Kouama qui a démissionné. Oui, ça on ne peut pas. Ça, dans le Moon par exemple. Mais ça dans on peut pas. Ça on ne peut pas nier cela. C'est ce que je dis. Ça on ne peut pas nier. Et c'est des questions de positionnement. À l'approche des élections, vous avez toujours ce genre de problèmes. À l'UPC, vous avez ces problèmes. Au CDP, on a parlé de cadre désiré. D'où est venu cadre désiré? Merci bien. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont là. Merci Oulon. C'est pas propre à la majorité. Et nous, rapidement, sur cette question, on revoit un peu, c'est comme une sorte de remake de conflit RPI, MPP, même si le communiqué dit c'est l'envoyé qui ne convient pas, il reste quand même qu'il y a toute une ambiance autour. Oui, ça veut dire à partir du moment où il y a un petit problème, et pas un petit, il y a un problème entre le RPI et le MPP depuis la création. On sent que c'est une continuité, il y a une logique entre le fait qu'il y avait des problèmes dès le début et le fait que ce problème-là n'ait pas été résolu et ça continue. Et je pense aussi qu'ils ont clarifié les choses en disant qu'ils ne sont pas contre le soutien du RPI. Et même quand on n'est pas politiquement cultivé, à 2 jours des élections, on ne peut pas rejeter un soutien. Si aujourd'hui, je pense que même si le CDP ou l'UPC décident de soutenir le MPP, ils ne vont pas refuser. Je ne sais pas pourquoi ils vont refuser donc le soutien du RPI, qui est un appendice, quand même, quoi qu'on dise, du MPP, parce que c'est le même groupe. De ce point de vue, je pense que ça doit être peut-être des incompréhensions liées toujours à l'origine même de la création du RPI. Donc, ce n'est pas surprenant pour moi. Je voulais ajouter quelque chose pour très rapidement, une seconde. Un peu d'eau moulée de Younous. Je pense que dans leur communiqué, comme l'a fait Oulon, ils auraient peut-être pu dire nous acceptons le soutien du RPI, mais la personne qui était là-bas n'est pas des nôtres. Sinon, nous voulons. Mais le truc n'était pas aussi clair comme ça. D'accord, et c'est ça qui fait un peu la difficulté. Merci, on est aussi en communication politique. Voilà. D'accord. On va aller sur un autre sujet. Cette fois-ci, un peu, disons un peu politique. On en avait déjà effleuré avec la médiateur du FASO qui, normalement, ne fait pas la politique. Donc, mais là, le CFOP accuse le médiateur du FASO suite à une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On l'envoyait dans la boucle du Monde, dans sa région, distribuer des enveloppes d'argent, etc., où on attendait parler de son parti, PDC et tout. Donc le CFOP, en tout cas, l'a dit clairement, le Sarah Sérémé distribue de l'argent et abuse des biens de l'État pour faire campagne pour le PDC au profit du président candidat, donc Roch-Marc Christian Kaboré. André Jeanne Ilboudou. Bon, j'ai vu la déclaration, j'ai lu la déclaration du CFOP, j'ai vu les vidéos qui... Mais moi, ce qui me turlupine un petit peu, c'est cette hypocrisie ambiante que l'on a partout. Le médiateur du FASO, elle était chef de parti politique et on l'a nommée. Merci là-bas. Même si elle a déclaré qu'elle ne fait pas de parti politique, sauf si vous regardez tous les médiateurs du FASO, paix à l'âme du général Garango, paix à l'âme du Kafando Jean-Baptiste. Sinon, je ne peux pas, mais on ne peut pas nommer à des postes comme ça ses ennemis. Donc ce sont des gens qui gravitent autour de vous. Et vous savez en plus que le médiateur du FASO, son mandat dure 5 ans, une fois il s'est terminé. J'imagine qu'elle ne va pas prendre sa retraite quand elle va quitter le médiateur du FASO, donc elle va retourner. Oui, mais je termine. Est-ce que le fait d'être... Parce qu'on lit ici ce que l'opposition dit. L'opposition politique condamne ces pratiques qui ébranlent la réputation du médiateur du FASO, une institution qui doit être d'une impartialité et d'une neutralité absolue. J'allais en arriver. Je n'ai pas vu qu'on l'a incriminée sur le fait qu'elle a pris position sur un dossier où elle a montré de la partialité. Au contraire, si vous regardez les faits, et c'est ça qui nous intéresse, depuis qu'elle est médiateur du FASO, combien de dossiers elle a dénoués, même au profit des gens qui ne font même pas partie de la cible. Vous savez que le médiateur du FASO, c'est un recours entre l'administré et l'administration. Elle est sortie même de son rôle. Elle a réglé le problème de UBI avec Hero, qui n'était pas de sa cible. Récemment, vous avez vu dans les réseaux sociaux, elle a réglé le problème des musulmans, de la communauté musulmane. Vous savez qu'elle a réglé le problème de la mairie quand ça brûlait dans certaines mairies. Voilà une personne qui, bien que étant chef partisan et prenant parti, comme on le dit, a réglé des problèmes même sur les faits. Moi, entre une personne qui est partisan politique et qui règle des problèmes de la nation, et une personne qui se déclare apolitique, mais qui est assis chez lui, qui ne règle rien, mon choix est vite fait.
Maintenant, on l'accuse d'avoir abusé les biens sociaux, les biens de l'État. D'ailleurs, ils ont appelé que Elle a distribué, selon l'opposition, elle a Oui. distribué des gadgets Oui. estampillés PDC. Exactement. Donc elle est en campagne politique. Non, je dis, non, elle prend parti, mais c'est de sa nature. Si vous ne vouliez pas qu'elle prenne parti, la première des choses, c'est qu'il faut aller incriminer le président alors qu'il a nommé. Oui, mais André Génibourg, Je si on va passer termine, sur ce je plan, termine. le président Est-ce que je nommera, il va se nommer lui-même partout à la fois. Parce Eh ben, voilà. que les personnes qu'on nomme, Non, il y a des textes. quand le CFOP va médiateur, arriver il y a au un texte pouvoir, quand même, il y a quand une loi non, organique. quand le CFOP va arriver au pouvoir, il ne nommera pas ses ennemis. Il va nommer les gens qui sont plus proches du CFOP. Il va trouver des gens qui font de la politique qu'il va nommer. Mais je voulais terminer. Le fait qu'on l'accuse de distribuer les biens de l'État, mais c'est l'ASLC qui s'en occupe. Tout à fait. Et L'opposition a demandé à la SCE oui, donc quand et à la l'ASE justice de se pencher non, sur quand le cas. l'ASE, si par exemple le CFOP là, ils auraient bien fait d'aller voir le président, le procureur du Faso et de déposer plainte. Comme ce que le RENDAC a fait pour M. Bouddha. Je crois que tout le rififi que l'on mène là, bon, je pense qu'il faut aller là où il faut aller. Il faut tomber là où. Et je termine parce qu'il y a un autre point. Oui, rapidement. Parce qu'on lui a dit aussi qu'elle utilise les forces de l'ordre à son profit. Mais là aussi, encore une fois, vous savez, en tant que chef d'institution, elle a droit à la protection de l'État. Et quand elle quitte pour aller à un endroit, les gens qui sont chargés de sa protection ne lui demandent pas où elle va. On la suit et puis on la protège. Je crois que, moi je suis d'accord, le principe de dire, mais on va en reparler. Moi aujourd'hui, en 2020, toute l'hypocrisie politique qui est menée du début jusqu'à maintenant, il faut que nous arrivions à dire ça suffit. Et je pense qu'on va parler avec le Oui, mais d'accord. OK. Inoussa Ouedraogo, la question est posée. André Génibourg pense que quand quelqu'un est dynamique, règle les problèmes de la société, même en dehors des règles de la loi qui organise son institution, pour lui, il semblerait que c'est une bonne chose. En tout cas, l'opposition estime ici que le médiateur du Faso outrepasse ou viole les règles qui organisent l'institution, notamment de l'impartialité, de la neutralité politique. Je ne partage pas l'avis d'André Eugène sur cette question encore parce que je trouve quand même que c'est une institution de la République. Et de ce point de vue, quand on regarde même le passé de l'institution, c'est vrai qu'il reconnaît qu'on nomme ceux qu'on connaît, mais les gens prennent de la hauteur. Je pense aussi que dans les autres institutions de la République, il y a des gens qui sont certainement proches du président, qui le connaissent, ils ont certainement des affinités, et voilà pourquoi ils sont peut-être à ces institutions-là. Mais ils font l'effort, dès qu'ils sont nommés, de prendre la hauteur, de savoir faire la part des choses. On ne lui demande pas, en tant que médiateur du Faso, d'être neutre politiquement, mais au moins qu'elle fasse l'effort d'être objective et impartiale, et d'éviter un certain nombre de comportements qui prêtent à confusion. Parce que déjà, sur la nomination même de Sarah Sérémé en tant que médiatrice du Faso, il y avait débat. Présidente d'un parti politique, on te nomme à une institution qui est censée faire la régulation, qui est censée faire la médiation. Ailleurs, dans certains pays, on appelle les médiateurs les défenseurs du peuple. Ombudsman. Ombudsman. On les faisait de paix d'ailleurs. Voilà. Donc, à l'origine même, mais le médiateur du Faso vient du fait que, ça a commencé en Suède, du fait que justement, à un moment donné, le roi suédois était tellement puissant qu'il écrasait le peuple. Et il fallait trouver une sorte de personne ressource qui peut prendre la hauteur pour temporiser un peu quand même les ardeurs du roi. Donc c'est quelqu'un d'assez respectable qui se met au-dessus de la mêlée. Mais malheureusement, il faut reconnaître que là-dessus, Sarah Sérémé a du mal à s'élever à la hauteur de la tâche, même si je reconnais avec le doyen qu'elle arrive à résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ici, le problème qui est posé, c'est un problème de principe, c'est un problème de règles. Quand on est président d'une institution ou président d'une institution, on doit faire l'effort de se garder à équidistance de certains jeux politiques. Merci. L'autre aspect du débat qui est posé par le CFOP, c'est le fait justement qu'elle distribue de l'argent. Et des gadgets. Bon, là-bas, quand même, c'est discutable. Parce que, je ne sais pas les gadgets, mais distribuer de l'argent,
je ne sais pas si la loi burkinabé interdit à un président d'institution de distribuer de l'argent. De l'argent à des militants politiques. Parce que dans la vidéo, c'est dit, représentant PDC, telle localité, on donne de l'argent. Donc c'est une vidéo qui parle d'elle-même. Voilà. Maintenant, le débat de fond, c'est d'où vient l'argent. Est-ce qu'il y a des malversations financières au niveau du médiateur du Faso? Oui. Si c'est le cas, là, ça devient intéressant. Je crois que l'opposition a demandé à la SCE et à la justice de s'en saisir. D'autant plus que l'acte est posé, que les juridictions compétentes s'en saisissent pour faire de la lumière. Ce serait bien aussi que le CEFOP apprenne aussi à se saisir de la justice parce que d'autres le font. Il faut poser plainte, oui, quand on estime qu'il y a mais déjà, ça, c'est une plainte, parce que quand on saisit, quand on se plaint, on dénonce. C'est une dénonciation. Voilà. Il dénonce. C'est déjà bien de dénoncer. Mais je dis, il faut aller plus loin pour porter plainte, parce qu'aujourd'hui, ils en ont la capacité. Mais pourquoi les institutions en question, le parquet, le procureur peut s'autosaisir des questions? On a vu plusieurs fois des autosaisines quand il y a des dénonciations. L'ASE fonctionne sur ce mode-là, des dénonciations. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait encore que ce soit le CEFOP qui le fasse? C'est vrai, ils peuvent s'autosaisir. Tout comme l'opposition aussi peut porter plainte. Parce que si le RELAC avait attendu que le procureur se saisisse de la question du Bouddha, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Oula, non, moi je pense que presque tout a été dit. D'accord. Est-ce que sur le médiateur du Faso, est-ce que ce n'est pas le format du médiateur du Faso burkinabé qui est en déphasage avec l'évolution de la société? Non, je pense qu'on a un exemple à côté, en Côte d'Ivoire, le médiateur, il va au-delà des simples fonctions d'être un recours entre l'administré et l'administration. Il fait même la paix. Comme par exemple, faire de la réconciliation. Mais ici, c'est très précis. Non, ici, les textes sont très précis. Est-ce que ce n'est pas le schéma qui est un peu... Non, moi, je pense qu'on l'a cité depuis Tiemoko Mar Garango jusqu'à Sara Sérimé. Je crois que les gens l'ont relevé. Si on entend beaucoup parler du médiateur du Faso, de cette façon, c'est parce que c'est Sara Sérimé. Je pense que c'est un peu ça aussi le souci. Mais il faut rappeler aussi, et je crois, voilà, c'est le personnage en quelque sorte. Parce qu'il faut rappeler aussi, je crois que si les circonstances n'avaient pas évolué par rapport à un certain nombre de paramètres, il me semble, et je crois qu'à l'époque, dans les journaux, on avait écrit cela, ce n'était pas Sara Sérimé qui devrait occuper ce poste, c'était l'actuel président du Haut Conseil pour le dialogue social, le professeur Domba Jean-Marc Palm, qui était en tout cas pressenti, et je crois qu'il était dans les petits calepins. Il a fallu le décès. Président est libre d'esprit. Voilà, et il a fallu le décès de Salif Diallo, et finalement, Sara Sérimé a été parachuté à ce niveau. Je crois que ça a été relevé, c'est le personnage, et je crois que ça fait un peu trop. Avant le CEFOP, il y a quelqu'un même de la majorité, Étienne Traoré, en début d'année, qui avait déjà dit que c'était un mélange de gens et qu'elle se mêle de la politique. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de débat. Merci. Il faut revoir les choses. Et moi, il y a un aspect que André Eugène a relevé justement pour dire qu'elle règle des problèmes. Il reconnaît que ce n'est pas prévu par les textes. Parce que le médiateur du Faso, c'est l'administration et l'administré. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on soit logique et conséquent avec nous-mêmes. Dès lors qu'elle s'intéresse à des problèmes, donc, normalement, si on doit s'en tenir au texte, elle ne devrait pas faire droit, elle ne devrait pas suivre. Je pense qu'elle doit rester dans son carcan. Parce que si on estime qu'elle s'occupe de ce qui, en quelque sorte, l'arrière pas entre guillemets, parce que le médiateur du Faso, c'est le fonctionnaire, c'est l'administration, on s'arrête là. Maintenant, bon, après, si on rentre dans des histoires de négociations avec des associations... J'ai envie de dire que sinon, par exemple, le Conseil supérieur de la communication aussi pourrait faire des procès en diffamation. Non. Vous pouvez juger des cas de diffamation aussi. Non, c'est-à-dire que ce sont les aspects, en fait, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. On peut dépasser, on peut fouler au pied les textes. Je vais commencer avec les propos d'André Eugène Ilboudo. Il a cité Marc Garango, il a cité Kafando, il y a eu Déborah Traoré-Nia, il y a eu Amina Mousso. Bon, Marc Garango, il a été nommé sous Blaise Compaoré. Il n'est pas connu pour être quelqu'un proche du régime Compaoré. Le juge Kafando également. Mais ensuite, Déborah et puis Amina Mousso. Déborah surtout a été militante. Et Amina Mousso, je ne connais pas trop son passé politique. Mais elle était magistrate. Magistrate, mais je parle de passé politique, elle était un peu plus proche. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué avec tous ces personnages? Tous ces personnages se sont gardés. Dès l'entrée en fonction. Dès l'entrée en fonction, sont montés un peu plus haut et ont laissé leur étiquette, s'ils en avaient, pour s'occuper de la question de la médiation. Mais est-ce que le problème, ce sont les personnes qu'on nomme ou c'est les personnes qu'on nomme qui est le problème? Mais oui, mais c'est ça. Ceux qui nomment même devraient faire plutôt attention aux personnes qu'on nomme. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Sara Sérimé à la fin de l'insurrection. À la fin des élections, c'est une insurgée.
Moi, je suis de la télévision. Elle-même s'est autoproclamée présidente à la télévision. Donc, je connais cette dame. Elle s'est autoproclamée. Après les élections, elle s'en sort avec quoi? À que dalle. Donc, on veut lui donner quelque chose, mais on oublie qu'elle a un parti politique qui s'appelle PDC. Et elle fait même un congrès pendant qu'elle est médiateur du FASO. Elle se fait remplacer à la tête de ce parti. Qu'est-ce que vous voulez que Sarah Sérémé fasse? Elle ne pourra faire que la politique. Donc, c'est ceux qui ont nommé Sarah Sérémé à cette place-là qui sont en tort. Il aurait fallu... Moi, je pense que, par exemple, je connais Domba Jamal-Tal, il est militant MPP, mais je pense que ce monsieur, président de HDCS, oui, au conseil social. Mais il aurait été médiateur du FASO, il aurait pris de la distance vis-à-vis du MPP. Voilà. Merci Ali. Donc, merci. Celui qui a nommé Sarah Sérémé et Sarah Sérémé elle-même, bon, c'est les deux responsables de la situation. C'est toujours un débat dialectique entre le contenu et le contenant. Celui qui a nommé, c'est la personne qui est nommée aussi. Donc, il n'est pas exclu que la personne nommée aussi fasse l'effort. Merci à vous. On termine avec, au plan national, bien sûr, avec cette question d'inondation. Un mot, on a vu que l'État a décrété l'état de catastrophe naturelle, donc c'est une calamité. Bon, ok. Maintenant, la question se pose en termes d'infrastructures. On a vu devant le siège du CNLS, IST-SIDA, on a vu ce gros trou qui est apparu sur une infrastructure, un cratère sur une infrastructure qui n'a pas encore 1 ou 2 années. La question se pose sur les infrastructures. Et on a même vu quelqu'un dans un journal de la place, l'Observateur, qui dit que les inondations ne sont pas liées à la quantité des eaux, mais certainement aux ouvrages et à l'aménagement. Ou non? Non, je crois que sur la question, effectivement, on s'accorde pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une certaine quantité d'eau qui tombe que nécessairement il y a une inondation et qu'on doit avoir des décès. Parce qu'il faut le noter malheureusement, je crois qu'il y a eu des décès, il y a eu des blessés, et c'est très déplorable. Je pense que encore une fois de plus, c'est l'action humaine tout simplement qui est posée et c'est la question de la responsabilité des gouvernants qui est posée par rapport à un certain nombre de choses, par rapport au plan d'urbanisation de la ville, par rapport au plan l'anticipation aussi, parce que on a un peu la cartographie des zones inondables. Des zones inondables. On peut prendre les devants, on peut préparer en fait les services de secours, parce que c'est encore plus dramatique quand on voit le sort des déplacés internes qui sont encore qui doivent vivre cela. Et je crois qu'il y a eu plusieurs alertes. On a même eu au départ le ministre d'État, Siméon Sawadogo, qui allait à l'époque à Kongoussi, où clairement le maire, ou du moins ceux qui connaissent la ville de Kongoussi, reconnaissent que ce sont des zones inondables des déplacés. Qu'est-ce qu'on a fait pour déplacer ou pour changer de site, en fait, pour se déplacer internes-là, okay. Et qu'on se retrouve encore à cette situation-là. Je crois qu'il faut que, quand même, on soit beaucoup plus sérieux que cela, et qu'on s'organise encore mieux, et que chaque fois, on se remette à Dame Nature, parce que Dame Nature n'est pas responsable de tous nos problèmes. D'accord. Très rapidement, voilà, Ali, je suis d'accord. La question des infrastructures. Oui, prenons la rue 56. C'est laquelle? C'est à Dapoya, non? La rue 56, elle porte la rue 56. Voilà. Elle porte la rue 56 parce qu'on m'a raconté qu'elle a été construite en 1956. D'accord. Mais elle a résisté, alors que c'est un endroit où il y a de l'eau. Mais elle a résisté en 56 jusqu'à ce qu'on décide, parce que bon, ça a pris un coup de vieux, la ville s'est agrandie, on a décidé de refaire la route. C'est à ce moment, quand on a fait la rue 56, que pour une petite pluie, une rosée, la route prend de l'eau. Et on nous dit, ah oui, mais attention, là, il y avait de l'eau avant. Mais depuis 1956, les gens ont construit ça, ça n'a jamais pris quelque chose. Donc, c'est pour revenir sur la question pour dire, c'est vrai, il peut y avoir de grosses pluies. Ce ne sont pas toutes les grosses pluies qui font des dommages si les infrastructures sont bien faites. Vous avez vu le cas à côté de CNLS. Au milieu du goudron Carman, il y a les gens, pour rigoler, disent qu'il y a un cratère, mais ça veut dire que le travail n'est pas bien fait. Donc, on ne nie pas la quantité d'eau qui est tombée sur le Burkina Faso. On s'en réjouit un peu. Comparativement à d'autres pays, le Niger. Voilà, le Niger. Voilà, c'est ça, le Niger. Voilà. On s'en réjouit parce qu'on va avoir un peu d'eau. On pleure parce qu'on a eu des morts, on a eu des greniers. Je regardais hier dans une vidéo sur les réseaux sociaux, je crois dans la région du Moun, des greniers entiers qui sont partis. Voilà. Donc, quand on regarde ça, c'est quand même pénible. Donc, que l'État déclenche son mécanisme pour venir en aide aux populations,
je ne vois pas d'inconvénient, parce que l'État aussi, c'est ça. L'État a décrété l'état de d'urgence. mettre une enveloppe de 5 milliards, je 5 crois, milliards. pour venir Oui. en Maintenant, appui. c'est la rapidité avec laquelle... et c'est vrai qu'il y a urgence, mais urgence et précipitation, ce n'est pas la même chose. C'est cette précipitation a dit c'est 5 milliards. Qui a dit que c'est 5 milliards? Il ne faut pas encore que le malheur des gens ou bien le malheur du pays... Mais il fallait quand même, quand même venir en aide je crois qu'il y a le CONAGES qui est là. D'accord. Voilà. Donc, il faut sécuriser les gens, le CONASUR, pardon, CONASUR. sécuriser les gens, leur donner à manger, donner un petit toit en attendant. Et puis, on fait le point exact de tous les dommages provoqués par la flotte là. D'accord. Et ensuite, on vient, mais quand on dit 5 milliards du coup, et puis on dit, mais c'est sur quelle base? Merci. C'est à Ali. titre- c'est à Il nous titre semble indicatif. très À rapidement. des indicatifs. Il faut Même ça- Très rapidement. Oui, même ça. Sur les questions, même ça la fait question rigoler revient. parce qu'on dirait que c'est au pifomètre. On dit que ce sont les inondations. Bon, donc, Pour certains, c'est ça le ce gros ne sont pas problème, les quoi. inondations, c'est peut-être l'eau qui est un peu trop forte, parce qu'il y a changement climatique, mais la question est donc posée. À ton niveau, l'analyse. Non, c'est un ensemble. Il y a effectivement les changements climatiques, il y a aussi le fait que les eaux sont assez, parce qu'un jour on a eu même près de 100 mm d'eau en une journée, c'est assez. Et à côté de ça, il y a la qualité aussi des ouvrages qui a été déjà dénoncée par les uns et les autres. Et c'est une vérité aussi, mais je voudrais aussi mettre l'accent sur le comportement des citoyens aussi que nous sommes. Parce qu'on a régulièrement des caniveaux qui sont bouchés. Déjà qu'on n'en a pas assez, le peu qu'on a, je pense que chaque citoyen peut aussi apporter sa contribution pour qu'ensemble, on puisse assainir nos villes et faire en sorte que ce genre de situation-là n'arrive pas tout le temps. Parce que depuis des années, c'est récurrent et il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, les municipalités sont interpellées, les autorités au plus haut niveau sont interpellées, les citoyens également sont interpellés. Il appartient à chacun de nous de faire ce qu'il a à faire et pour qu'on évite ce genre de situation malheureuse à l'avenir. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de l'État, cette politique du moins-disant, qui consiste à donner les marchés à ceux aux entreprises qui sont moins coûteuses. Moins coûteuses. Et le principe des 10% et autres, là. Tout ça contribue à faire en sorte qu'on ait des infrastructures précaires. et très, très précaires. Voilà, ça se passe même au niveau des classes qu'on construit, etc. Quand tu discutes avec les opérateurs économiques, ils te disent après que, bon, moi, c'est avec 10 millions que j'ai construit ça. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus vers la qualité que d'aller vers ce qui coûte moins cher et on est dans le perpétuel recommencement. Merci. Pour préciser, pour la route là, Oui. là où il y a eu le trou, en fait, là-bas, je crois dans le communiqué du RENLAC, c'est précisé. Ce n'est pas le moins cher en fait, ce n'est pas l'entreprise la moins chère même qu'on a pris. Il y a même eu des avenants après. Je crois qu'il faut attribuer ça aux commissions, à tout le reste. Donc c'est la corruption alors? Voilà, je crois que là-dessus, il ne faut pas tourner. Comme un marché, Les on fameux devrait avenants. finir d'exécuter au 31 décembre 2017. Ça fait 3 ans et c'est toujours pas fini. Bon, je crois que là-dessus, ce n'est pas les moyens qui ont manqué aussi, parce que André non seulement, Génigoudou. ce n'est pas l'entreprise la moins disante, et en plus, il y a eu des avenants. Je crois qu'il faut chercher les causes ailleurs, quoi. Bon, pour Ah voilà, tu as un bon sujet pour ce qui d'enquête s'est pour passé. le prochain Bon, numéro on va 2. s'entraider. Merci à vous. Non, pour André ce qui Génigoudou. s'est passé pour la route là, moi je crois qu'il faut regarder ailleurs. Bon, bien qu'on peut en dire sur la question des entreprises et tout ce qui se passe autour des marchés. Mais il nous a dit quelque chose sur lequel il faut que nous, citoyens, nous puissions accepter que parfois la nature fait bien de nous récompenser comme elle le fait. Regardez toutes les routes qui sont construites à Ouagadougou. Il y a des gens qui construisent carrément sur la route. Vous savez que dans l'administration publique et dans la voirie, ce qui vous appartient après votre mur, c'est 1,20 m. Sinon, le reste là appartient à la voirie, à la municipalité. Mais il y a des gens qui construisent 3 mètres, 4 mètres au-delà André de... Génigoudou, mais que Non, fait, je vais fait dire- l'autorité municipale Non, alors? Il y a la police municipale, il y a les attendez. services techniques, Vous mais qui savez- laissent faire aussi quand même. Simon est parti avec une réputation de Ouagadougou parce qu'il sortait lui-même demander aux gens de déguerpir. Mais qu'est-ce qu'on disait à Simon? Quitte là, c'est parce que toi tu as mangé. Nous on est là, on est assis, on cherche à manger et toi tu viens nous chasser. Il dit même c'est pour votre propre protection que je vous demande de quitter parce que si un camion rate, il va vous ramasser avec toutes vos affaires. Mais les gens ont insulté Simon comme du poisson pourri à Ouaga. Si vous n'avez pas la trame de Simon à Ouagadougou, vous ne pouvez pas faire bouger les gens à Ouaga. Moi, j'ai dit,
Mais je vous assure qu'à Ouagadougou, même si on lotit un barrage, il y a des gens qui vont dire, donnez-moi, je vais construire. Ils savent que c'est un barrage, mais ils vont aller construire dedans. Il y a des gens qui sont allés construire dans des zones inondables. Ce n'est pas Arma qui a dit à ces gens d'aller construire, ce n'est pas le président qui a dit d'aller construire. Les gens sont allés s'implanter eux-mêmes dans les zones inondables. Mais alors, quand on écoute, c'est comme si... Je termine. Alors, est-ce que André Eugène, ça voudrait dire que l'autorité a complètement démissionné et les gens font ce qu'ils veulent? Non, vous avez une autorité aujourd'hui qui n'est pas forte ou bien qui laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mais le problème avec nous, c'est que quand vous allez vous lever pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est nous tous qui allons les insulter encore ici. Eugène, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Je voulais arriver. Très rapidement, Ce qu'il faut, c'est un caporal qui arrive et qui met un bulldozer devant et toute l'armée derrière et qui dégage tous les gens qui sont dans les zones inondables. Parce que si vous partez construire... Merci, on va continuer ce débat avec... On va continuer ce débat avec les appels. Oui, je voudrais dire, la semaine dernière, on a parlé de cette question. Oui, la semaine dernière, on a parlé de cette question. Voilà ce qu'on avait dit. Oui. Il y a des zones inondables au Burkina Faso. Oui. Les autorités connues, les autorités le savent. Les autorités ont loti et ont attribué les parcelles à des Burkinabés. Donc, quand ces endroits-là sont inondés, quand les maisons tombent, quand il y a des morts d'hommes, ce sont ceux qui ont loti et qui ont donné là qu'on prend en premier. Il ne faut pas tourner les choses. Deuxièmement, les routes au bord des routes, là, quand on fait un bitume à Ouagadougou, les 3 jours qui suivent, tout est boutique, tout est ceci, cela. Parce que le maire, justement, dont on parle, veut de l'argent, il paye, ces commerçants-là payent des impôts. Mais ça alors, quand quand je dis le maire, je veux c'est une politique, d'entrée de finances. Non, je ne dis pas que c'est lui, c'est le maire qui prend l'argent. Mais c'est pour dire tout simplement que la responsabilité de l'État et de la commune, dans le cas précis des rues de Ouagadougou, est claire. D'accord, voilà. Non, moi c'est juste, je crois que sur la responsabilité de l'État, il n'y a pas de débat. Oui. Mais moi, tout simplement, je vais faire remarquer, ce n'est pas parce que c'est des zones inondables que c'est inhabitable. Parce qu'au Burkina, ici ou ailleurs, des peuples ont démontré ou des pays ont démontré. Non, mais c'est pour cela il faut poser les conditions. Voilà. Et du reste, à Ouagadougou, ici, je ne vais pas donner le nom de la structure. Vous allez au quartier Gouné, des gens qui ont occupé des zones, on dit que c'est inondable, mais qui ont bâti et qui ont mis les moyens. C'est-à-dire qu'ici ou ailleurs, des gens construisent sur des eaux, on construit sur des montagnes. Il faut mettre les moyens et préciser les conditions. N'importe qui ne vient pas construire n'importe quoi. On va rester avec Oulon. On va rester avec toi pour parler du Mali. Il y a eu donc des concertations nationales. Il y a même une charte donc, qui a été adoptée par ces concertations, notamment qui précise que le président de la transition est une personnalité civile ou militaire, ainsi que le vice-président. Et la transition va durer 18 mois. Ça fait des gauches chaudes. Le M5, donc le mouvement qui avait mené toute cette contestation pour la démission de Ibeka, s'est démarqué automatiquement. Est-ce que le Mali va réussir sa transition dans cet état Ils sont condamnés à mener cette transition. Maintenant, réussir, ça c'est autre chose. Parce que toute transition, elle n'est pas neutre. Il y a toujours des tentatives de récupération, des tentatives d'infiltration. Chacun veut avoir la main. Je pense que les militaires ne veulent pas. Mais bien sûr, quand je rigole, c'est vrai que c'est une mouture. Quand ça a circulé, les militaires font tout. On dit un président militaire ou civil. On dit un vice-président militaire ou civil. On dit une personnalité civile ou militaire. Voilà, civil ou militaire. Voilà, vous avez peut être un militaire à la retraite. Voilà, vous avez un premier ministre. On précise tout ça. Bon, on sent que c'est un marquage à la culotte. L'essentiel, c'est de ne pas laisser en fait la chose. Bon, dans tous les cas, ils sont condamnés, ils sont coincés. Ils vont réussir. Et je crois que c'est aussi le prix, en quelque sorte, ou du moins les fruits de la menace de la CEDEAO qui font plutôt que en fait on arrive à cette situation. Sinon, ils sont coincés, ils sont obligés de faire une transition. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? On attend de voir. Inoussa Ouedraogo, est-ce que la pression de la CEDEAO n'a pas conduit peut-être les militaires peut-être à s'entendre, peut-être avec d'autres forces aussi, pour mettre une telle chose en place qui leur réserve certainement plus de possibilités? Oui, certainement. Mais je voudrais dire en fait qu'il appartient aux Maliens, qu'ils soient militaires ou non militaires, de ne pas se laisser embrouillé par qui que ce soit. Le peuple malien est un peuple souverain. C'est vrai que la CEDEAO est là, mais la CEDEAO est là pour les peuples. Et la CEDEAO doit respecter le peuple malien dans ses choix. C'est très fondamental. Parce que tout le temps, oui, 18 mois, pourquoi? Pour aller où? Pourquoi on est si pressé? Non.
Il faut laisser les peuples. Nous avons vu dans le cas du Burkina, on a imposé une transition d'une année parce que certains avaient leur agenda électoral où on voulait coûte que coûte aller aux élections. Mais ça résout quoi? On a vu avec le cas Aya Sanogo. On a mis la pression pour une transition d'une année. Est-ce qu'il fallait laisser? Parce que la CEDEAO était surtout pour qu'il y ait un civil qui dirige la transition et non pas un militaire. Que ce soit un civil ou que ce soit un militaire, le plus important, c'est l'intérêt du peuple malien. D'accord. Parce qu'un militaire n'est pas moins intelligent qu'un civil. À partir du moment où vous avez accepté le principe du coup, il faut boire ça jusqu'à la lie. Donc, il faut aujourd'hui permettre au peuple malien, à partir du moment où on a accepté le principe que les militaires dans tous les cas, le pouvoir. La CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur cette charte qui vient d'être adoptée par les forces vives à l'issue des rencontres de 3 jours. Donc, on verra la position de la CEDEAO par rapport à cela. Mais en attendant, c'est toutes les forces, en tout cas, c'est les forces vives maliennes qui se sont assises, qui ont décidé. D'autres ne seront pas d'accord, d'autres seront d'accord, mais le plus important, c'est l'intérêt du peuple malien. On va parler de démarquage, on va dire du M5, mais on va prendre notre premier téléspectateur, M. Balboni Issaka, qui appelle de Tinkodogo, qui veut parler des inondations au Burkina. M. Balboni. Oui, bonjour, M. Balboni, allez-y pour votre intervention. Oui, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Voilà, je voulais parler des inondations au Burkina Faso. Allez-y. Premièrement, je vais accuser premièrement les autorités de notre pays. Parce que quand vous voyez, souvent, on fait des infrastructures qui ne terminent pas. Et que la pluie vient, une petite quantité de pluie qui vient seulement, ça fait des inondations et après, on va accuser la pluie. Je prends un exemple. Jusqu'à la suite des morts, des morts d'hommes. Je prends un exemple. À 2019, à Tenkoro, il y a un jeune qui est tombé dans un caniveau qui n'était pas couvert. Et par fini, le président est décédé. Même cette année, en 2019 encore, en 2020 encore, il y a une voie qu'ils ont dédiée depuis 2016. Sur la voie qui mène vers notre gendarmerie, la compagnie, jusqu'au niveau de notre haut commissariat. Ça a commencé en 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont même pas à 10% de la voie. Alors que la voie devait faire 16 mois. Jusqu'à aujourd'hui, même l'entreprise a quitté Tenkoro. Et actuellement, les gens tombent là-bas, ils se blessent, les gens meurent dedans, et ça fait des inondations. Mais on ne parle pas de ça. Quand la inondation arrive, on va accuser la pluie, on va accuser la population. C'est vrai que souvent, la population est concernée. Ceux qui font effectivement, qui bouchent les caniveaux est vrai. Mais quand on fait des caniveaux, il faut essayer de fermer ces caniveaux. Quand on ne fait pas ces caniveaux-là, on va tuer les morts d'hommes. Avec ces morts d'hommes-là, on va attribuer ça à l'État. Oui, imaginons une voie qui a commencé en 2016, jusqu'en 2020 actuellement. Ils ne sont même pas à 10% de l'exécution de cette voie. Et personne ne dit rien. Il y a tous les autorités ici, il y a tout. Mais personne ne dit un mot. Il y a combien de gens qui sont tombés dedans? Il y a les populations. Il y a un jeune qui est tombé dedans, il est décédé. Monsieur Balboni. Mais personne ne dit un mot. Monsieur Balboni, mais les populations qui continuent de tomber dedans, qui continuent de tomber, elles aussi, elles n'ont pas une responsabilité quelque part? Oui, je vous attends très mal. Je voudrais dire que les populations aussi ont le droit de dénoncer une situation pour qu'elles se complaisent et continuent de tomber dans ces trous-là. On crée un grand fossé. Je vous donne, si vous avez l'occasion de venir, c'est comme vous allez voir. On crée des fossés devant la porte des gens. On ne fait rien, on ne fait pas. On ne veut pas construire même. Alors qu'on sait que les enfants, il y a des enfants qui sortent pour s'amuser. Les gens, les couples viennent à la maison. D'accord. Par exemple, par erreur, il y a des gens qui tombent dedans. C'est fini pour toi. D'accord. Maintenant, ils ont fait, voyez, voir depuis 2016 aujourd'hui. Merci, M. Balboni. Merci, M. Balboni. Merci, M. Balboni. On ne va pas se répéter. Merci. André, il vous dire quelque chose. Oui, très rapidement sur le Mali. On a un peu moins de 5 minutes à terminer. Vous savez, on traite la CEDEAO de syndicat des chefs d'État. Il faut que les 15 bonhommes qui sont à la tête de nos États arrêtent de nous fatiguer. Quand le Mali ruait dans les brancards contre IBK, ils se sont syndiqués pour IBK. Malheureusement, ceux qui peuvent chasser un président, ce n'est pas ceux qui lui dans les... C'est pas la rue. Les militaires sont venus... Non, les militaires sont venus faire une salubrité publique. Tant qu'il y aura des gens qui vont braconner sur les constitutions, tant qu'il y aura des gens qui vont braconner sur les peuples, il y aura des gens de l'environnement qui viendront faire la salubrité publique. Moi, je soutiens les militaires à 100%. Et il faut laisser les militaires, il fallait leur donner au moins 1 an,
2 ans, vous avez fait votre coup d'État, c'est bien. Allez jusqu'à 1 à 2 ans et vous libérez le Est-ce que plancher. ce n'est pas le fait qu'on ne voudrait pas encourager d'autres coups d'État dans les autres pays, Mais il faut qu'on ne encourager voudrait les pas coups d'État, parce que quand il y a des gens qui braquent les constitutions, il faut que les militaires viennent à notre rescousse. Si les gens ne veulent pas que les militaires prennent le pouvoir, ils n'ont qu'à être démocrates jusqu'au bout. D'accord. Parce que si vous n'êtes pas démocrate, les coups d'État vont André prospérer. Eugène Mais Ilboudot, ça, non, mais ça- c'est une analyse, mais pas une Non, apologie des coups non, d'État. non, ça veut dire, non, Voilà. c'est pourquoi j'ai parlé Oui. d'hypocrisie. Ça veut dire que si nous continuons à faire comme par le passé et à taire les vrais problèmes, parce que quand des gens braconnent encore une fois sur les constitutions, il y a des gens qui font des D'accord. analyses pour dire comme c'est le Covid, il y a des cas suspects, il y a des cas confirmés, il y a des cas, etc., etc. Mais les présidents, eux, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont seuls. Et une fois qu'ils se sont installés, ils prennent du temps pour modifier les constitutions à leur propre pouvoir. D'accord. Il y aura toujours des gens qui vont faire des coups d'État. Merci André Eugène Ilboudot. On va prendre notre deuxième téléspectateur, Monsieur Ilboudot Lamoussa François, sur la question CFOP, médiateur du Faso. Allô? Oui, monsieur Bonjour, François, allez-y bonjour, très bonjour, vite. Vous avez 30-45 secondes pour réagir. Oui, je vous entends très fermement, mais je vais parler quand même. Oui, allez-y, nous on vous entend Je très vais bien. tout simplement dire qu'en réalité, moi j'ai appris avec consternation ce que le CFOP est en train de faire actuellement. Parce que personnellement, je pense que ce qui devait être notre préoccupation à tous pour l'heure. Oui, je vous Allez-y. écoute. Allez-y. Voilà, c'était plutôt la situation nationale. Mais qu'on se passe son temps à faire des palabres inutiles, partout En fait, moi, ça me fait mal parce que le fait qu'on a pris une opposition capable et crédible même d'assumer le pouvoir et qu'on veut aller aux élections, ça me fend le cœur. Parce que je ne peux pas comprendre Monsieur que c'est des Ilboudot, gens qui Monsieur sont Ilboudot, Monsieur qui- Ilboudot, qui la sont question, à la conquête Monsieur du Ilboudot, pouvoir, Monsieur peuvent Ilboudot. se permettre parfois des éléments inutiles comme ça, alors que quelque chose de... Est-ce que dans l'opposition, vous avez trouvé quelqu'un qui fait une proposition concrète et puis réellement et consistante face à la situation nationale que nous Monsieur vivons? Ilboudot, la question ici, le CFOP accuse la médiateur du Faso d'utiliser des biens, de faire des abus de biens publics et que la SCE ou le parquet doivent instruire contre elle. C'est de ça qu'il est question. Quel est votre avis par rapport à ça? Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le procès du CFOP. Peut-être prochainement, on pourra le faire. À penser à leur Sur cette question, intérêt. qu'est-ce que vous pensez Ils justement? laissent ce qui est important, l'avenir du pays, pour penser pour faire des palabres inutiles. Sincèrement, j'étais tellement découragé. Merci, monsieur Ilboudot. Merci, monsieur Ilboudot. Ali, sur le Mali, pour terminer. Bon, sur la question du Mali, c'est une question assez difficile. Parce qu'en fait, c'est la rue qui commence le boulot, mais elle n'a pas les moyens de déloger IBK. Et c'est les militaires qui viennent le faire. Et comme partout ailleurs, les militaires, aujourd'hui, les gens oublient quelque chose. Les militaires, c'est un corps très organisé. Ils sont très malins. Ils ont le renseignement. Ils ont tout. Ils comprennent vite. Donc, du coup, ils ont compris que IBK n'avait plus la main sur la situation. Ils sont intervenus. Maintenant, les autres chefs d'État, la CEDEAO, parlent pour le principe. Ouais, mais Ali, C'est le principe. Aujourd'hui, ils ont Donc, fait une maintenant, proposition, par rapport à la transition, une transition d'une personnalité. Je- On je présente dis- même un ancien Oui, je dis par rapport à- général qui a je dis- travaillé à par la rapport à CEDEAO, la- diplomate et oui. tout, qui pourrait être, par Par exemple, rapport le à la président. transition, moi je pense qu'il faut laisser les Maliens tranquillement trouver quelqu'un pour assurer leur transition. IBK, c'était bien un civil, non? Mais on lui a fait un coup d'État, il est parti. Pourquoi est-ce qu'on tient forcément à ce qu'il y ait un civil? À partir du moment où on a accepté le coup d'État... IBK a démissionné. Oui, non. Il a démissionné. Oui, Dans les formes, il a oui, démissionné. bon, d'accord. Acceptons dans les formes qu'il a démissionné pour qu'on puisse aller. Comme ce que il nous a dit, on a accepté un coup d'État de la junte de CNPS, non? CNSP. CNSP. Voilà, on a accepté le coup d'État. Maintenant, on cherche des portes de sortie pour se donner bonne conscience. On dit aux militaires, bon, ok, vous avez fait le truc, mais mettez un civil. Mais les militaires aussi sont malins. Ils écrivent une charte, ils disent un civil ou un militaire ou un civil. Je crois que c'est pour rester toujours dans le jeu. Ils ne vont pas faire ce boulot et puis remettre ça et puis retourner parce qu'on ne sait jamais. On pourrait te poursuivre demain pour coup d'État. On pourrait te poursuivre demain pour X, Alors, pour Y. on a Donc, vu que il y a un dans certain nombre le document... il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place Ali? pour assurer, je dis bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour assurer les arrières
de ces jeunes. Parce que ces jeunes soldats qui il y a même une disposition. Ce sont des jeunes. Hein. Dans le projet des chartes, il y a une disposition qui confère une amnistie à ces jeunes depuis le 18 jusqu'à la date où ils vont céder. On sait ce que valent les amnisties en Afrique. Et ces militaires maliens, ils sont vus partout en Afrique de l'Ouest. Le Mali n'est pas à côté du Burkina. On sait ce que vaut une amnistie dans les pays africains. Donc, un tour de table, 30 secondes chacun. Ils vont prendre la posture. Sur le Mali, toujours pour terminer. Non, c'est ce que moi, je reste sur ma position de dire que la CEDEAO doit plutôt accompagner les peuples. Le Mali, c'est quand même un pays qui est engagé. Il y a des textes communautaires, il y a une intégration sous-régionale. On ne peut pas laisser un pays seul parce que son peuple doit décider. Voilà pourquoi la CEDEAO doit accompagner. C'est tout. Sinon, quand en accompagnant, par exemple, ce qui s'est passé au Mali, que d'autres pays aussi le fassent, ainsi de suite, on rentrait dans un environnement instable dans la zone. Non, justement, écoutez, à un moment donné, quand les peuples prennent leurs responsabilités, s'ils estiment que c'est le chemin par lequel il faut passer pour se retrouver, alors pourquoi pas? Merci. Non, je crois un mot. Même si, évidemment, le principe des coups d'État aujourd'hui est condamnable. D'accord. Je crois que chaque pays a son contexte et l'histoire démontre que malgré que la CEDEAO est bien là, il y a des coups d'État qui ont plus ou moins été avalisés et après ceux-mêmes qui ont perpétré ces coups d'État sont devenus en quelque sorte des héros, des faiseurs de paix. On l'a vu le cas au Niger. Salou Djibo est devenu même une personnalité de la CEDEAO qui prône l'intégration. Vous avez la Guinée avec Sekouba Konaté. Donc c'est pour dire que sur cette question, ce n'est pas toujours scientifique. On est au thème de l'émission. Tant qu'il y aura des gens qui vont braconner les constitutions, j'encourage les militaires à faire des coups d'État. C'est antidémocratique. Ça, c'est antidémocratique. Parce que la démocratie, tous les textes, y compris les textes dans les pays, interdisent les coups d'État. Vous faire apologie de putsch. Une opinion émise n'est pas un délit. André Géniboudou, même tous les pays, dans leur constitution, disposent que les coups d'État sont interdits et que à la faveur des gens qui braconnent les coups d'État sont les urnes. Merci. Merci d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour établir donc. Merci à vous. Bravo à toi. Merci à vous. Il appartient au peuple de choisir leurs dirigeants dans les normes comme les conditions. Merci à vous. On est au thème de cette émission. Le thème de cette émission, je ne voulais pas terminer par une apologie du coup d'État, mais c'est juste que ce sont des opinions qui ne sont pas forcément ce qu'il faut retenir. Dans toutes les constitutions, il est interdit les coups d'État comme dans les textes communautaires internationaux. Merci à vous qui nous avez suivis. On était donc avec Oulon, lui, Serge Atia Oulon. Vraiment, tu as un aîné valeureux, donc merci. Il est donc directeur de publication de l'événement. Merci d'être passé à cette émission. Ali Mamadou Compaoré, il est donc journaliste, actuellement cadre au ministère de la Communication. Merci d'être passé. Et puis Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre, qui était un hebdomadaire. Bimensuel, mais en ligne aussi. Et ces derniers temps, on est beaucoup plus en ligne. Ok, merci beaucoup d'être passé. Et puis, dernier invité, Ilboudo, André Eugène Ilboudo. Et les militaires ne font pas de coup d'État parce que sinon on va venir me chercher. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro sur Dieu le veut.